Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 5e et dernier volet de notre semaine sur le spectacle vivant en Afrique, avec un dossier consacré à la rémunération des artistes. En programme également, l'armée nigériane affirme avoir libéré plusieurs centaines d'otages du groupe terroriste Boko Haram. Et l'opposition équato-guinéenne se réunit en vue de la prochaine élection présidentielle. Et pour nous accompagner pendant cette émission, avec nous sur ce plateau, Jim Michel Gabriel, vous êtes avocat, bienvenue. Merci. Et avec nous également nos éditorialistes, Gracien Kidikiza, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous. Jean-Marie Bitomo, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Tout de suite, l'actualité du jour. Au Nigeria, en quelques jours, plusieurs centaines d'otages du groupe Boko Haram auraient été libérés. C'est en tout cas ce qu'affirme l'armée, qui indique également avoir détruit des camps d'entraînement des terroristes. L'offensive des militaires nigérians a lieu depuis mardi dernier dans le nord-est du pays. Ibra Adindiaye. À chaque jour, son lot de bonnes nouvelles sur le front dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. L'armée nigériane a annoncé jeudi avoir libéré 160 femmes et enfants retenus par Boko Haram. Un résultat qui s'explique par plusieurs facteurs, notamment par la volonté politique et militaire de la coalition, composée du Cameroun, du Tchad, du Niger. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment parler de vigueur soudaine. Je crois que le mouvement Boko Haram est sur le déclin. Il y a eu un certain nombre d'attaques et de frappes qui ont montré que le mouvement était beaucoup plus en train de se replier vers le Niger, qui est sans doute le maillon faible dans la région, c'est le Niger. Donc on sent que les efforts de l'armée nigériane, en premier lieu, également de l'armée tchadienne et camerounaise, font que Boko Haram n'a plus actuellement les moyens de peser réellement. Donc on voit effectivement un démantèlement de l'organisation. Les villes sont progressivement reprises, même s'il y a de temps en temps des étincelles. Malgré la transition démocratique, la 7e division de l'armée nigériane mène depuis le 28 avril une offensive militaire contre Boko Haram. Un résultat qui est aussi celui du président sortant, Goodluck Jonathan. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que depuis que le président Buhari est élu, on entend beaucoup moins parler de Boko Haram. Et l'objectif de Boko Haram était le départ de Goodluck Jonathan. Donc, d'une certaine manière, ils ont atteint leur objectif. Maintenant, il ne faut pas oublier que jusqu'au 29 mai, les actions de l'armée nigériane sont celles qui sont menées par Goodluck Jonathan. C'est actuellement le président en exercice jusqu'au 29 mai. Donc, je pense qu'il faut quand même mettre à son crédit les dernières victoires de l'armée nigériane, même si, encore une fois, la bataille et la guerre est loin d'être terminée, je pense. Au total, près de 500 personnes enlevées par la nébuleuse islamiste ont ainsi été libérées depuis le 28 avril 2015. Gracien, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est l'affaiblissement de Boko Haram qui a permis ces libérations? Est-ce que Boko Haram est sur le déclin, comme le dit Hamza Boukari? Je ne suis pas aussi optimiste que lui. Boko Haram n'est pas sur le déclin parce qu'il faut dire que dès le départ, on a sous-estimé Boko Haram. Disons qu'il y a eu beaucoup d'offensives, notamment l'offensive tchadienne, de l'armée tchadienne. Moi, je ne parlais pas de l'armée nigériane. Vraiment, il y a un effet, une impulsion depuis la victoire du général Buhari. Donc, il y a les militaires ressentent qu'il y a un des leurs qui arrive. Donc, ils ont un peu plus de... Psychologiquement, ils sont renforcés. Mais en réalité, Boko Haram, la guerre, comme je l'ai déjà dit, la guerre contre Boko Haram, vraiment, je dirais, elle vient juste de commencer. Elle n'avait pas commencé, il n'y avait pas de stratégie. Disons qu'on pourra vraiment gagner la guerre contre Boko Haram si les pays voisins s'entendent sur au moins un état-major qui est opérationnel, des militaires qui sont opérationnels sur le terrain. Et il faudra aussi qu'ils évitent de bombarder avec l'aviation quand Boko Haram détient des otages. Là, on a libéré des otages. Éventuellement, on peut dire que les otages se trouvaient dans une zone où il n'y avait pas beaucoup de combattants de Boko Haram parce que c'est très difficile de libérer les otages avec des militaires, des fantassins, parce que souvent, sont les otages qui sont pris entre les feux. Donc, il faudra vraiment essayer de faire. Pour les libérer, il devra y avoir des opérations commando. Jean-Marie, vous êtes d'accord? L'élection d'un nouveau président a galvanisé l'armée nigériane? Je pense que l'élection y est pour quelque chose. Comme nous insistons toujours là-dessus sur ce plateau, à savoir que c'est une question de volonté politique. La plupart des décisions, si vous voulez, dans la vie d'un pays, il faut que les décideurs politiques soient, c'est-à-dire au fait des événements qui se passent. Donc, ça peut sembler anodin. Regardez que
Goodluck est encore là, je suis d'accord. Comme vient de le souligner Gratien, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il y a cette volonté politique-là d'éradiquer le mouvement Boko Haram. Donc à partir de là, comme il vient de le souligner, c'est un militaire qui est au pouvoir. Donc ça requinque un peu les troupes à ce niveau-là. Mais par contre, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on a libéré 160 otages là. Il y en a 2000 en tout sur Boko Haram. Donc c'est pas encore fini, la bataille n'est pas finie. Si on a libéré 160 personnes, si on fait le différentiel entre 2000 et 160, ça veut dire qu'il y a encore à peu près 1600 otages à libérer. Donc, comme Gratien vient très bien de le souligner, la lutte avec Boko Haram n'est pas encore finie. Et comme on l'a vu aussi dans le reportage, il y a un repli qui se fait. Ce repli-là va se faire vers le maillon faible, si vous voulez, de la chaîne à savoir le Niger, comme ça a été souligné. Donc Boko Haram, comme il vient de le souligner encore une fois, Gratien, la lutte n'est pas finie. La lutte ne fait que commencer et il faudrait être relativement continuer, comment dirais-je, des synergies qui ont commencé à être mises en place parce que ça fait quand même depuis un moment qu'on est sur cette histoire de Boko Haram. Alors oui, justement, Gratien, on peut vraiment le dire, c'est une réalité, le front du Niger, la frontière entre le Niger et le Nigeria, c'est vraiment le maillon faible dans cette région? Oui, c'est le maillon faible parce que le Niger vraiment ne s'était pas impliqué dans cette guerre, ou au moins dans une protection de sa frontière. Il faut dire que le Niger, compte tenu de son armée, ce n'est pas une armée qui est très connue dans la sous-région pour sa grande force. On sait bien qu'il y a, même vers le nord, la protection, ce sont surtout des commandos spéciaux français qui protègent pratiquement la partie nord au niveau du Niger. Et donc Boko Haram va chercher là où il y a le maillon faible. C'est-à-dire qu'en même temps, on peut dire qu'il n'y a pas eu vraiment de reconnaissance, disons, de renseignement sur Boko Haram, parce qu'on combat Boko Haram, mais on ne connaît pas la tactique, la vraie tactique de Boko Haram. Ce qui fait que Boko Haram peut éviter un front qui est assez difficile, comme le font avec les Tchadiens, et aller vers le front avec les Nigériens. Donc c'est toujours facile pour une rébellion d'échapper. Merci. Dans l'actualité également, l'opposition équato-guinéenne se prépare à la prochaine élection présidentielle. Une coalition de partis a ainsi entamé une tournée européenne. L'objectif est d'établir une stratégie pour atteindre l'alternance en 2016. Ibrahim Ndiaye. La présidentielle de 2016 en Guinée équatoriale, dans la ligne de mire de l'opposition, elle était réunie ce jeudi 30 avril 2015 à Paris, en France, afin de mettre sur place une stratégie commune. La CORED, la coalition d'opposition pour la restauration d'un État démocratique en Guinée équatoriale, est revenue sur le dialogue national entamé en novembre 2014, mais également sur le climat politique général. L'objectif de cette conférence est pour convoquer une concertation nationale avec tous les acteurs politiques de notre pays, les observateurs internationaux, pour organiser les élections libres et transparentes. En février 2014, nous allons convoquer à M. Obiang d'organiser une concertation nationale qu'il a refusé en premier lieu, mais en dernière minute, il a accepté. En organisant ce dialogue national, ça a été une fausse dialogue qui n'a rien abouti. Les discussions entre l'opposition et le gouvernement s'étaient soldées par plusieurs réformes en ce qui concerne la vie des partis politiques et la liberté d'expression. Pour les autorités, le pluralisme politique n'est plus à démontrer dans ce pays qui compte une multitude de partis politiques représentés au sein du Parlement, signe de la bonne marche démocratique du pays. Démocratie, liberté d'expression. Mais comment on peut demander ça dans un pays qui a 13 partis politiques légalisés, qui ont des représentations parlementaires, qui s'expriment dans le Parlement et dans tous les milieux, ils veulent s'en exprimer, et surtout au milieu de la presse avec lesquels ils ont en contact. Depuis Malabo, 13 partis politiques sont là-bas. Ils viennent d'avoir un dialogue national avec la participation de beaucoup de partis politiques qui étaient d'ailleurs basés au Gabon, ils sont là-bas. La CORED, la coalition d'opposition pour la restauration d'un État démocratique, poursuit sa tournée en Europe. Elle est attendue à Bruxelles en Belgique, mais également à Madrid en Espagne. L'opposition équato-guinéenne est déjà en campagne pour préparer l'alternance en 2016. Jean-Marie, l'opposition affirme que le dialogue national a été faussé et qu'il n'y a pas eu de réels résultats. Qu'en pensez-vous? Je pense que cette problématique-là, il faut l'analyser sous deux points différents. Vous avez des gens qui vont juger le départ du président Obiang par rapport, si vous voulez,
au nombre d'années qu'il a passé au pouvoir. Donc ça, c'est une donne. En ce qui concerne le dialogue national, nous l'avons commenté sur ce plateau, la Guinée est pratiquement un des rares pays en Afrique qui a fait réunir son opposition pour essayer de dialoguer avec l'opposition et de trouver ensemble les moyens de pouvoir gouverner le pays et libéraliser la scène politique du pays. Donc là-dessus, je ne sais pas ce que l'opposition revendiquait de plus par rapport, si vous voulez, à cette donne-là. Bon, il ne faut pas oublier qu'il y a une constitution qui a été votée en 2009. Cette constitution-là permet au président, si vous voulez, de se représenter 2 fois. Ça voudrait dire jusqu'en 2026. Donc, soit on respecte la constitution telle qu'elle a été écrite, soit maintenant on se dit que, bon, le président actuel, ça fait depuis 36 ans qu'il est là, donc il faut qu'il parte. Donc, ce sont 2 problématiques qui sont différentes. Soit il a la capacité, selon la constitution, de se représenter à l'élection de 2016 et l'élection de 2023. Par contre, l'opposition, qu'est-ce que l'opposition a peur d'une chose? C'est que cette date des élections-là soit avancée, parce que les élections sont prévues en 2016. Donc, ils ont peur que les élections ne soient avancées vers la fin 2015, voire début 2016. Donc, pour eux, ils estiment qu'ils ne seront pas suffisamment préparés par rapport à cette période-là. Donc, moi, en ce qui concerne les revendications de l'opposition, il y a une plateforme nationale sur laquelle tout le monde a pu, c'est-à-dire poser ses doléances sur la table. Et après cette discussion-là, il n'y a pas eu quelque chose de particulier qui a été relevé par l'opposition. Gracien, quand les autorités parlent de multipartisme et de jeu démocratique, est-ce que vous êtes d'accord? Je pense qu'au niveau de la Guinée équatoriale, c'est un début, c'est un démarrage. On peut au moins saluer, c'est un pays vraiment qui a fait un dialogue sans qu'il y ait une pression, parce que l'opposition vraiment ne mettait pas beaucoup de pression sur le pouvoir. Il n'y avait pas de révolte, il n'y avait pas de quelque chose qui faisait qu'il fallait dialoguer. Donc, et en plus, le pouvoir a fait venir même les opposants qui étaient à l'étranger pour discuter, pour dialoguer. Ils se sont entendus au moins sur une plateforme politique sur ce qui va se faire. Et maintenant, il y a une vertu, il y a la liberté d'expression, on peut le souligner, mais encore faut-il que l'opposition arrive à saisir l'occasion. On les voit même quand ils font des tournées, on voit tout le monde, tous les présidents des partis politiques qui se représentent, donc qui sont présents pour une conférence. On se demande si finalement, est-ce qu'ils n'arrivent pas à avoir des leaders parmi l'opposition? Au moins, il y a 2-3 personnes qui représentent l'opposition, on ne voit pas si tout le monde parle, se représente en même temps pour parler, donc ça veut dire qu'il manque toujours ce leadership de l'opposition et ils ne pourront pas battre Obiangema si vraiment ils n'arrivent pas à avoir un leadership, un leader du groupe. Jean-Marie, rapidement, est-ce que l'alternance politique est possible en Guinée équatoriale dans les années à venir? Là-dessus, Fanny, vous me posez une question à $1 million. Là, je saurais dire, ça dépend de la scène politique équato-guinéenne déjà au départ et la manière dont vont se dérouleraient éventuellement ces élections-là. Je ne peux pas vous dire si les choses, l'alternance va se produire ou pas. Tout simplement pourquoi? Parce que l'opposition criera toujours au loup dans la mesure où ils se disent que les dés sont pipés dès le départ. Donc, dès cet instant-là, il n'y a pas d'alternance possible. Mais il y a quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a une constitution qui est là. Cette constitution-là est là pour régir la vie politique du pays. Merci. Nous allons marquer une courte pause. À l'instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.